Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur référent sur le label R2S, donc les erreurs à ne pas faire. Donc je m'appelle Alexis Pérez, je suis responsable du domaine numérique au sein de Certivea. Et pour cette présentation, je serai accompagné de Florian Lévesque d'Artelia, qui est un vérificateur R2S depuis la création du label R2S, qui a participé au groupe de travail, donc qui connaît bien le label R2S. Donc je laisserai Florian se présenter juste après. Donc, on a souhaité mettre en place ce webinaire voilà, maintenant, ça fait quelques années que le label R2S est lancé. Il y a une version 1, il y a une version 2 qui est sortie l'année dernière. Et nous, on remarque les vérificateurs à travers les vérifications qu'ils font, et moi aussi à travers les questions techniques que je peux recevoir, qu'il y a des choses qui reviennent assez régulièrement, soit des mauvaises compréhensions, parce qu'il se peut que le référentiel, surtout dans sa version 1, soit pas forcément très clair, donc ce qu'on a justement clarifié dans sa version 2, ou qu'il y ait des erreurs ou des oublis qui soient souvent faites. Donc on a voulu faire un peu un top de ces erreurs, de manière à ce que vous, en tant que référent, quand vous accompagnez des projets et que vous les conseillez sur leur évaluation R2S, ben vous ayez en tête ces erreurs pour ne pas les faire. Peut-être que vous les avez déjà repérées, mais on a essayé de faire un top assez exhaustif sur les thèmes rencontrés, des éléments génériques liés à la connectivité, au réseau, à la sécurité, à l'interopérabilité. Donc on va voir ça tous ensemble dans cette présentation. Donc j'avance dans ma présentation. Donc bon, pas besoin d'en dire plus sur cette slide si vous êtes référent, c'est que vous connaissez déjà bien le référentiel R2S. Donc c'était juste pour rappeler un petit peu le cadre de référence et les différents thèmes que l'on va aborder lors de cette présentation. Il y aura un focus peut-être un peu plus important sur la partie connectivité parce que c'est le thème sur lequel on a le plus de questions et j'ai l'impression, je ne sais pas si Florian tu partages cet avis, moi j'ai l'impression que c'est le thème où il y a souvent le plus d'écart aussi. Enfin moi en tout cas j'en ai vu le plus sur les observations que j'ai pu faire. Là, c'est vrai, il y a pas mal de. Enfin, il y en a pas mal effectivement, mais c'est aussi un thème qui est assez dense parmi les 6 thèmes. Donc, ça explique aussi peut-être la prévalence de ce thème pour les Mhm. écarts. C'est vrai qu'il me semble que je crois que c'est le thème qui a le plus d'exigence ou le plus de niveau d'exigence ou que c'est un thème qui est assez fourni effectivement. Et donc, voilà, ce webinaire portera sur ces thèmes-là. Et donc, évidemment, le label, enfin, le cadre de référence a été construit avec les deux associations, l'ASBA et l'Alliance HT. Avant de rentrer dans le détail des thèmes, je voulais juste vous faire un dernier slide sur où on en est du bilan du déploiement du label R2S. On en est, je n'ai pas encore bien mis à jour les chiffres, il faut que je vérifie, mais on est à plus de 2 millions de mètres carrés de projets labellisés ou en cours de labellisation. Je crois que c'est 2,4 millions, si j'ai les bons chiffres, avec des projets qui sont répartis entre l'Île-de-France et les régions. Les niveaux qui commencent à augmenter également, on n'était plus sur des niveaux base 1 étoile au tout début, maintenant on commence à avoir des niveaux plutôt 2 étoiles, voire même 3 étoiles. Une centaine de référents qui sont formés. Et on voit qu'on tend de plus en plus vers des projets qui sont en rénovation, en exploitation. Jusqu'en 2022, on était à peu près à 70% neuf, 20% réno, 10% exploitation, mais cette année, ça s'est inversé, on est à plus de 70% de projets qui sont en rénovation, donc c'est intéressant de voir des projets dans ce cadre. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, alors plutôt à la fin de la session, donc vous pouvez les poser dans le chat directement, comme ça, à la fin de la session, je pourrai lire les questions et on pourra y répondre avec Florian. Petit rappel avant de se lancer dans une vérification. Donc, ce sont des éléments assez génériques avant de rentrer dans le détail des erreurs à ne pas faire sur R2S. Donc, on le verra d'ailleurs, c'est un point qui est important dans les erreurs à ne pas faire. Un point qui est sur la définition du périmètre technique, étant donné que sur R2S, on labellise plus un réseau informatique euh, un bâtiment comme dans HQ ou dans d'autres labels. Il y a un point qui est important, c'est la présence de la preuve également, c'est que dans le référentiel technique, comme on a pu en parler pendant les formations référents, à chaque fois, vous savez, il y a une partie mode de preuve dans laquelle on propose des preuves qui peuvent être utilisées pour justifier le niveau qui est visé.
Et des fois, il y a des preuves qui sont obligatoires. Donc, bien oublier, enfin, ne pas oublier justement de se référer à cette partie-là pour justifier les niveaux visés. La précision sur la preuve également. Alors, on l'a de moins en moins. On l'avait un peu au début, mais ça s'améliore fortement là-dessus. De ne pas mettre juste un cahier des charges d'une centaine de pages dans les modes de preuve, mais préciser à minima la page ou la citation pour que le vérificateur puisse voir les éléments que vous utilisez pour justifier l'atteinte des exigences. Et évidemment, le jour de la vérification sur site, préparer les preuves pour les exigences, donc préparer les documentations, la visite de site pour que vous puissiez justifier, encore une fois, les exigences qui sont visées. Donc voilà, ça c'était un petit rappel général, et sans plus tarder, on va rentrer dans les erreurs à ne pas faire. Je ne les ai pas comptées, je crois qu'il y en a 9 ou 10 pour vous donner un ordre de grandeur sur les sujets qu'on va évoquer. Donc on va rentrer un peu dans l'ordre. Moi, je vais me concentrer dans un premier temps sur les éléments qui sont plutôt génériques et ensuite je laisserai Florian prendre la main sur la partie plus technique. Je ferai juste un petit aparté sur un sujet qui nous est cher à Certivia sur l'environnement et les fiches PEP et sur la partie servicielle, donc plutôt à la fin. Un premier point, qui est un point d'entrée sur R2S, c'est de bien vérifier l'éligibilité du projet R2S. Alors, ça peut concerner plusieurs sujets. On ne l'a pas encore eu à ma connaissance, mais déjà, bien vérifier que c'est un bâtiment tertiaire, parce qu'il se peut qu'on ait encore des demandes pour du résidentiel. Donc, il y a un R2S résidentiel qui existe, mais il n'est pas opéré par Certivia. Donc, Certivia fait uniquement la partie tertiaire. Mais surtout, le point sur lequel on voulait porter votre attention avec Florian dans ce slide, que lui a déjà rencontré quelques fois, c'est qu'il peut y avoir des maîtres d'ouvrage ou des bureaux d'études qui se brident sur le fait de viser le R2S parce que il n'y a pas de locataires qui sont présents sur l'opération. Et ça, c'est un peu c'est pas un problème dans le cadre du R2S, étant donné que, on le verra juste après, et comme vous le savez, le réseau Smart, donc qui est le réseau sur lequel on va s'intéresser pour le label R2S, c'est un réseau qui concerne les services généraux. C'est un réseau qui comprend à minima la régulation du CVC et la télémétrie des fluides, donc qui relève généralement de la responsabilité du propriétaire. Donc ça veut dire que quand on a un projet R2S, on n'est pas obligé de connaître les locataires pour pouvoir candidater ou pour pouvoir même avoir une bonne notation sur le label. Le fait d'avoir les utilisateurs qui sont compris dans la démarche, ça peut être un plus, parce qu'il y a quelques exigences qui concernent le réseau des utilisateurs, mais c'est des exigences qui, justement, pour ne pas pénaliser les personnes qui n'ont pas de locataire, qui sont des points bonus. C'est-à-dire qu'on ne les comprend pas dans le calcul du dénominateur. On peut avoir 100% des points sans viser des exigences qui sont en points bonus. Et dans la version 2 du label R2S, on a augmenté le nombre de services qu'il est possible d'avoir. Vous savez, dans la version 1, on avait le service énergétique, dans la version 2, un panel de services. Et ce sont des services qui peuvent être mis en place par le propriétaire ou l'exploitant, ou au moins un locataire. Donc, ça veut dire que là, pareil, c'est des exigences qui peuvent être visées, même si le locataire n'est pas présent. Donc voilà, en tant que référent, vous qui connaissez particulièrement bien le label par rapport à des maîtres d'ouvrage qui peut-être le connaissent un peu de loin ou des bureaux d'études, n'hésitez pas à mettre en avant ce point-là. Oui, sachant qu'il y a, moi, ce que j'ai pu remarquer là-dessus, c'est qu'il y a, je ne vais pas dire, mais il y a une certaine part d'intox, en fait, de la part d'AMO qui sont plutôt axés sur les labels environnementaux et qui le font très bien, hein. L'objet n'est pas de leur tirer dessus. Mais par contre, ils connaissent moins bien les labels orientés sur la connectivité. Et je pense que pour se recentrer sur leur cœur de métier, ils disent non, mais R2S, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de locataire. Et voilà. Et là, je pense que vraiment les références sont aux premières loges pour dire ah, mais si, ça peut être pertinent et on peut y aller sans problème, quoi. Mais je pense c'est une part de méconnaissance, mais un peu une part de facilité aussi de temps en temps, quoi. Merci pour cette précision. Moi, si tu veux, Florian, je peux finir avec cette slide et enfin, et te laisser intervenir dessus si tu le souhaites et te laisser la main ensuite. Il y a une Parfait. chose également qu'on rencontre dans le cadre des vérifications, c'est que
c'est qu'il y a des extraits du référentiel qui sont ajoutés directement dans certains documents de conception, dans des cahiers des charges. Donc, il y a ça, ce qui n'est pas forcément un problème, mais ce qui peut poser un problème, c'est que il n'y ait pas d'impact sur la conception. C'est qu'il y a juste un extrait du référentiel R2S, parce que le but, c'est d'avoir en phase conception une conception qui suive les exigences du R2S. Donc, le fait d'avoir juste un copier-coller, c'est pas forcément très compréhensible sur la conception. Il faut expliquer ce que ça implique, ces différentes exigences du R2S et tous les sous-jacents qu'il y a à ces exigences, pour que ça puisse être bien compris et bien pris en compte en phase conception. Donc, on a un exemple qui est très simple et très concret. Dans une exigence en architecture réseau, la RE 1.1, on demande à ce que le réseau Smart il dispose d'une fonction de routage inter-VLAN, donc une fonction de niveau 3, mais le référentiel n'est pas prescripteur sur l'équipement qui doit disposer de cette fonction de routage inter-VLAN. Ça peut être le firewall, ça peut être le cœur de réseau, ça peut être un routeur qui est là pour ça. Donc là, typiquement, il faut préciser dans le cahier des charges quel équipement devra assurer cette fonction pour que ce soit bien pris en compte sur la phase conception. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce point-là. Je ne sais pas si Florent, tu avais des points à rajouter par rapport à cela. Bah, en fait, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai eu un problème de micro. Ouais. OK, parfait. Non, non, mais effectivement, j'insiste vraiment sur l'importance de ce que tu as dit, mais c'est que, en fait, ce que moi je remarque, c'est que, dans un nombre de cas vraiment significatifs, en fait, la R2S n'a pas l'influence, que ça devrait sur la conception d'un bâtiment. En fait, il y a une conception qui se déroule avec un réseau, par exemple, pour reprendre l'exemple sur, RE 1.1. Donc il y a une description d'un réseau, quelle qu'elle soit. Par exemple, il n'est pas question de fonction de routage, dans la conception et après il y a l'exigence R2S qui est mentionnée. Mais le plus important, c'est qu'à la base, à mon sens, c'est que la conception tienne compte de ça et que le concepteur, précise comment est réalisée la fonction de routage. Et après, ça coulera de source pour tout le reste du projet. Ce sera plus confortable pendant les travaux, ce sera plus confortable pour les phases de vérification R2S, conception, réalisation. Mais voilà, d'avoir vraiment la conception qui s'imprègne de R2S et que ce soit pas quelque chose d'à côté, ouais. Du coup, je vais pouvoir passer à la slide suivante et te donner la main par la même occasion, Florian, Oui. pour la présentation des prochains points. Eh bah, merci. Donc, déjà, bonjour, je l'ai pas fait en introduction. Donc moi, je suis, Florian Lévesque du bureau d'études, Artelia. Donc comme, Alexis l'a dit tout à l'heure, je fais partie des rédacteurs du référentiel, et je suis également, vérificateur. Mais je pense que je suis, comme toutes les personnes qui sont connectées, partie prenante aussi sur des projets, R2S en tant que maître d'œuvre, en tant que, assistant, maître d'ouvrage, en tant qu'agent de commissionnement. Et donc voilà, les problématiques que vous pouvez rencontrer, je les rencontre aussi, en direct, moi-même, quoi. Hem, donc alors sur ce qui est partagé, sur le choix et l'actualisation des modes de preuve, c'est un écueil, heu, dont on fait le constat, pareil, peut-être sur un projet sur 3, où en fait les preuves à apporter, lors des vérifications R2S doivent être adaptées à la phase. Donc il y a 3 phases, il y a la conception, il y a la réalisation et après il y a l'exploitation qui peut être renouvelée, périodiquement. Pour chaque phase, le référentiel précise un certain nombre de preuves à mentionner, mais le principe général, c'est qu'en conception, le bâtiment, n'existe pas encore, le réseau smart n'existe pas encore, donc c'est, des preuves liées à la conception, donc c'est des promesses de faire. Là, pour l'exemple qui est mentionné sur SE 4.1, c'est un engagement du maître d'ouvrage, à établir un document, ultérieurement. Mais après, quand on passe en phase réalisation, donc c'est fin de réalisation, ça veut dire que là, les preuves qu'on va pouvoir apporter sont plutôt liées à quelque chose qui est réalisé. Et donc c'est plus une simple promesse en règle générale.
Et donc là, en l'espèce, pour SE 4.1, on demande un engagement du maître d'ouvrage suffit en conception, mais en réalisation, il faut aborder, des documents, donc amorce de registre et registre simplifié de traitement disponible auprès de la CNIL, et le lien est disponible dans le référentiel. Et là, on précise explicitement l'engagement du maître d'ouvrage n'est pas suffisant. Et il n'est pas rare qu'on ait un engagement de la direction, y compris en phase réalisation, ce qui génère automatiquement un écart et donc ce qui est préjudiciable pour, le projet, pour son avancement. Voilà, alors qu'il est entre guillemets «facile», de se référer aux modes de preuve qui sont indiqués dans le référentiel. Donc je vous invite vraiment à regarder systématiquement les modes de preuve du référentiel. Après, ça ne veut pas dire, comme, Alexis l'a mentionné tout à l'heure, que tout est obligatoire. Ce qu'il faut, c'est présenter des éléments convaincants pour la vérification. Si les éléments convaincants, c'est en produire plus ou en produire d'autres, que ceux qui sont demandés dans le référentiel, c'est pas forcément un problème, c'est pas forcément bloquant. Il faut, encore une fois, il faut vraiment apporter quelque chose de convaincant. Je pense que tu peux passer à la diapo d'après. Alors donc un point qui est aussi très important et là encore une fois, c'est pas uniquement dans un objectif de vérification, mais c'est pour le bon déroulé, la bonne compréhension le bon déroulé du projet et la bonne compréhension de toutes les parties prenantes. C'est la définition du périmètre, du réseau smart. Pour mémoire, donc le référentiel prévoit que la définition du périmètre du réseau smart est laissée à la main de la direction du projet. Donc, ça peut être vous en qualité de référent qui pouvez conseiller vos clients, sur la définition de ce périmètre. À minima, il faut que, le périmètre soit un réseau informatique, que ce soit un LAN sur lequel il y a le périmètre minimal exprimé dans le référentiel. Donc c'est-à-dire la télémétrie des fluides et la régulation du CVC. Mais après, l'objectif, la logique qui est portée par R2S, c'est aussi que le réseau soit fédérateur. Donc moi, je vous encourage, personnellement à mettre au moins la GTB, ce qui est le cas général, mais à mettre, pourquoi pas, la sûreté, différents systèmes de sûreté. Pardon. Pourquoi pas la couverture Wi-Fi, des parties communes du bâtiment. Et après, toutes les exigences que vous allez aller chercher, sur la cybersécurité par exemple, vont bénéficier à l'ensemble des systèmes qui vont être connectés sur le réseau smart. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien, clarifier dès le début du projet, quel est ce périmètre? Est-ce que c'est le réseau de la GTB? Est-ce que c'est aussi le réseau de la sûreté? Mais en tout cas, d'être bien clair sur tout ça, parce qu'il arrive, qu'il y ait des preuves fournies lors de vérification, qui soient liées à la sûreté et on constate finalement que les équipements de sûreté sont connectés sur un autre réseau qui n'est pas intégré du coup dans le périmètre de labellisation. Donc toutes les preuves apportées sont, non avenues, et ça génère des écarts. Donc voilà, être bien clair sur le périmètre. On vous demande sur ISIA de saisir dans le thème identification, le périmètre de ce réseau. Mais pour moi, c'est vraiment une question à se poser très en amont, dès l'établissement du programme d'une opération. C'est définir ce réseau et après, ça coulera de source pour tout le reste du projet et pour les vérifications. Alors, pardon. Donc voici des exemples, possibles, pour la définition d'un périmètre de réseau. On a retenu avec Alexis un cas concret, fictif, hein. Mais d'un bâtiment, qui aurait un réseau Ethernet IP fédérateur, sur lequel justement il y a la vidéosurveillance, il y a des automates, plutôt orientés GTB qui communiquent nativement dans le protocole BACnet IP. Il y a également des équipements sur la GTB qui communiquent sur un bus de terrain, en LON, mais avec une passerelle, qui amène ce bus de terrain LON, en Ethernet. Également la couverture Wi-Fi des parties communes et une couverture, radio en LoRa, pour, mettre en communication des objets connectés sur la mesure d'occupation, des espaces. En revanche, on a fait le choix que le contrôle d'accès ne soit pas intégré dans ce réseau. Ça peut être un choix projet. Le client veut que le contrôle d'accès soit à part, c'est notre postulat.
Et donc, en substance, on peut affirmer que le réseau est compatible avec le label R2S. Donc on a bien la GTB, on a bien la télémétrie des fluides, la régulation du CVC qui est intégrée. Donc on est, éligible pour la démarche. Le périmètre du réseau smart, c'est l'ensemble des bullet points qu'on a mis dans l'exemple. Du coup, des preuves pourront être utilisées sur l'ensemble de ces systèmes pour justifier de la satisfaction des exigences. Et réciproquement, il va falloir démontrer sur l'ensemble de ces systèmes que vous êtes bien, conforme aux exigences. En revanche, le contrôle d'accès ne rentre pas en ligne de compte pour la labellisation. Donc ça pourra être mentionné en amont pour bien acter le fait que le contrôle d'accès est exclu, mais vous ne pourrez pas justifier du fait d'avoir, par exemple, une API sur le système de contrôle d'accès, comme preuve, sur le thème équipement et interface. Alors, autre sujet. Ah oui, alors je précise, je sais pas si tu l'as dit Alexis, mais que, en tout cas, donc vous avez le chat, si vous souhaitez, réagir, en live. Et sinon, il y aura un temps de questions, qui sera prévu. On va réserver au moins 10 minutes à la fin pour des échanges de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, si vous voulez revenir en arrière sur certains points, on pourra tout à fait le faire, tout à l'heure. Hem, alors autre sujet, sur lequel, il y a des axes d'amélioration, c'est la surface, des différents locaux techniques qui sont valorisés avec R2S. On a bien présenté 2 colonnes, R2S version 1, R2S, version 2, parce que les exigences, les cartes ont été rebattues entre les 2, donc les numéros d'exigence ont pu changer, les effets de seuil, ont changé. Voilà, donc on a, là, une approche, sur les 2 versions, puisqu'actuellement il y a des projets qui sont en cours sur les 2. Donc il y a, sur la surface des locaux techniques, en version 1, il y avait quelque chose qui était assez, strict. C'était que les locaux, opérateurs et les locaux de répartition générale devaient présenter une surface de plancher d'au moins 8 m², avec une largeur de 2,40 m minimale. Donc là, j'insiste sur la largeur qui, dans le dictionnaire, est indiquée comme le plus petit des 2 côtés d'un rectangle et pas le plus grand. C'est quelque chose qui a plusieurs fois, posé des difficultés, sachant que c'est compliqué, quand on est un jour de vérification, donc en fin de projet, alors que le maître d'ouvrage a besoin d'avoir ses labels et qu'on lui dit: «Il y a un écart sur un prérequis parce qu'un mur est pas à sa place», alors que le bâtiment est construit. C'est une vraie douche froide. Donc voilà, donc j'insiste sur ce côté, de minimum sur la largeur. Après, on a estimé en travaillant sur la version 2 que, c'était un petit peu, dur et un petit peu brutal de lier ces surfaces et largeurs, à la taille des projets. Donc on a ramené ça à un nombre de baies, donc au projet d'adapter le nombre de baies et en conséquence de quoi, en découlera des critères de surface. Et on a maintenu, en revanche, en version 2, le fait d'avoir toujours ces 8 m² avec une largeur de 2,40 m, mais c'est un niveau supplémentaire, au-delà du prérequis. Donc voilà, le focus, sur les locaux techniques, mais vraiment sur la taille, et largeur des locaux techniques. Après, il y a un sujet, concernant les locaux techniques sur la mutualisation, des locaux. Pardon. Dans un certain nombre de cas, on peut mutualiser les locaux, soit local opérateur et répartiteur général ou un de ces 2 locaux avec d'autres locaux. Donc il y a un certain nombre de cas à la fois sur la V1 et à la fois sur la V2. En substance, les locaux, doivent être, différents quand on est en V1, le local opérateur et le local répartiteur général. En revanche, si le programme de l'opération spécifie que c'est une volonté du projet, de la maîtrise d'ouvrage, qu'il, soit fait autrement, à ce moment-là, on peut déroger à cette disposition. Et en revanche, après, il peut également y avoir des mutualisations, qui peuvent être, judicieuses, hein, de répartiteur général et de PC sécurité. Il y a pas mal de projets sur lesquels on rencontre ce cas-là. Donc il faut bien à ce moment-là que le PC sécurité présente une surface de 8 m² et une largeur de 2,40 m.
Mais donc cette mutualisation est possible. Juste un avis très personnel là-dessus, c'est qu'il faut quand même faire attention, c'est que les équipements actifs de réseau, les serveurs qu'on a dans le répartiteur général, c'est des équipements, qui chauffent, qui ont des ventilateurs, qui font du bruit. Et dans les PCS, il y a des gens qui travaillent à demeure en fonction des types d'établissements et de la façon dont c'est géré. Donc quand même, méfiance sur, avoir un ventilateur toute la journée à côté de l'oreille, c'est invivable. Donc quand même attention à ce point-là. Ensuite, sur R2SV2, donc le référentiel décrit un certain nombre, de cas dans lequel, les locaux peuvent être mutualisés, notamment, pour les labellisations en exploitation. Si on a un bâtiment qui fonctionne avec des locaux mutualisés, on ne va pas imposer de les séparer. Pareil dans les bâtiments qui sont rénovés. Si on a un bâtiment qui est rénové, mais que par exemple les locaux techniques ne sont pas intégrés dans le périmètre de rénovation, là, à ce moment-là, on n'impose pas qu'ils soient séparés. Sinon, le principe, c'est que, les locaux opérateurs enfin que les locaux soient indépendants. Mais en revanche, on peut quand même, mutualiser, local opérateur, et répartiteur général. Et on peut aussi continuer comme en V1, mutualiser le répartiteur général avec d'autres types de locaux et notamment poste central de sécurité. En revanche, quand donc il y a pardon, le fait que ce soit non mutualisé, c'est tout de même valorisé avec un niveau supplémentaire et après, on ne l'aborde pas, ici, mais quand on valorise des redondances de locaux, le référentiel précise aussi certains cas de figure, par exemple, quand on a redondance des locaux opérateurs ou des répartiteurs généraux. Évidemment, on ne peut pas mutualiser les 2 répartiteurs généraux quand on, cherche à valoriser le fait qu'il y en a plusieurs. Mais donc là, vous pourrez voir dans le référentiel les exceptions et si besoin, vous pouvez vous rapprocher d'Alexis ou moi pour l'interprétation du référentiel. Un point, important toujours sur les locaux techniques, opérateurs et répartiteurs généraux, c'est que dans un nombre significatif de cas, pour des vérifications à la fois conception, à la fois réalisation, à la fois exploitation, en fait, on démarre la vérification sans avoir, en tant que vérificateur, une vision claire sur quels sont les locaux enfin, où est le local opérateur, où est le local répartiteur général? Est-ce qu'ils sont, mutualisés? Heu et donc dans certains projets, je remercie ceux qui le font, il y a des plans, dans lesquels les locaux sont entourés, donc on peut très rapidement comprendre où sont les locaux, comprendre s'ils sont conformes au référentiel, sur des questions de surface, de largeur. Mais sur certains projets, alors c'est pas clair dans les éléments transmis, mais parfois, et c'est plus préoccupant à mon sens, c'est que, même quand on pose les questions à l'AMO, et bah, c'est pas non plus hyper clair et donc ça témoigne du fait que, à mon sens, bah, ce point-là n'a pas été bien cadré dès le début du projet pour, clarifier avec le concepteur, quels seront les locaux, où ils seront, quels sont les critères minimums de surface, de largeur, quel équipement, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces locaux-là? Et donc ça veut dire que ça n'a pas été fait en amont et qu'après s'en est suivi un flottement jusqu'à la vérification et parfois avec de vraies douches froides parce qu'on se rend compte que les locaux ne sont pas là, qu'ils ne sont pas conformes, et donc ça pose parfois des vrais problèmes. Donc je vous invite là-dessus, à suivre, ce qui est, obligatoire en tout cas en V2, mais je vous recommande vraiment de le faire en V1. C'est de produire un plan, comme ce que partage Alexis, où on voit un plan de sous-sol sur lequel les locaux sont entourés. Vous verrez également dans le référentiel, sur CO1.1 dans la version 2, qu'on vous demande aussi de bien indiquer où sont les cheminements. Voilà, en tout cas de bien clarifier sur tout ce qui est, de l'ordre du prérequis, de CO1.1, que ce soit hyper clair et qu'il y ait aucune ambiguïté, à la fois pour vous, à la fois pour le concepteur, les entreprises de travaux, voilà, toutes les parties prenantes jusqu'au vérificateur, pour qu'on puisse identifier les locaux, voilà, vraiment sans ambiguïté. Alors, je vous propose maintenant de quitter, l'univers fabuleux des locaux techniques, valorisés avec, R2S, pardon, et de faire un focus, sur, l'exigence, CO 5.2, donc du thème, connectivité,
qui est l'extinction automatique, qui est surtout la valorisation d'avoir une alimentation électrique sans interruption pour les équipements actifs centraux qui sont en principe dans le local de répartition générale. Donc, la façon dont c'est fait habituellement, c'est que un onduleur est mis en place, soit uniquement pour ce local, soit pour l'ensemble du bâtiment, mais qui alimente notamment ce local. Et donc les serveurs, firewall, routeurs, enfin voilà, tous les équipements techniques du réseau smart, du local répartiteur général sont alimentés depuis un onduleur. Mais en revanche, ce que valorise l'exigence, c'est l'existence de cette alimentation électrique sans interruption, mais également, pardon, le fait qu'il y ait une extinction automatique, notamment des serveurs, qui soient asservis, au fonctionnement de l'onduleur. Heu, il est fréquent, par exemple, que, sur le projet, il y ait des discussions sur: «Ouais, mais on a un onduleur qui a une autonomie de 30 minutes, même sans doute 45 minutes, mais il y a pas d'extinction automatique». En fait, le sujet, ce qu'il faut, justifier, c'est pas du tout d'avoir, 1 heure d'autonomie, c'est uniquement d'avoir une extinction automatique et d'avoir suffisamment d'autonomie pour que le processus d'extinction puisse se dérouler, jusqu'à son terme. Voilà, donc 5 minutes d'autonomie de batterie, c'est sûrement très suffisant et c'est plus vertueux que de prévoir, 1 heure probablement. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une extinction automatique, donc j'insiste sur le terme automatique, c'est pas une intervention humaine qui doit être nécessaire. Ça doit être automatique et il doit y avoir assez d'autonomie, pour ça. Donc, inutile de justifier d'avoir une durée très longue. Même si vous justifiez 2 heures d'autonomie, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir cette extinction. Après, ce n'est pas dans l'exigence, c'est pas dans R2S, mais comme bonne pratique, je peux quand même mentionner le fait que, donc que ce soit appliqué, qu'au retour du courant, les systèmes démarrent, automatiquement. C'est pas dans le référentiel, mais c'est quand même généralement, souhaité. Et après, autre point, qui pour le coup est dans le référentiel, c'est qu'il faut bien l'appliquer à l'ensemble du périmètre, du réseau smart dont on a parlé il y a quelques slides. Là, pour l'exemple fictif de tout à l'heure, on avait de la vidéosurveillance, par exemple, qui était intégrée au périmètre du réseau smart. Ça veut dire que l'extinction automatique doit se faire sur les serveurs de la GTB et sur les serveurs de la vidéosurveillance. Donc ça, c'est bien important de l'avoir en tête et de le traiter sur l'ensemble des serveurs connectés au réseau smart. Alors, un point sur un autre sujet, c'est les réserves, avec un certain nombre de pourcentages, qui sont demandés au titre du référentiel. C'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé, pour la version 2, et bah, on espère que que la clarification va apporter ses fruits. Mais en tout cas, voilà, on va vous préciser pour un certain nombre d'items, sur quoi doit porter, cette réserve. Donc concernant l'extension, les capacités d'extension du câblage, donc on valorise le fait qu'il y ait 30 de capacité d'extension. Donc il faut que ça porte sur, les, points de sous-répartition. Donc ça veut dire les coffrets dans lesquels sont installés les commutateurs du réseau smart. Les cheminements principaux, donc là on parle par exemple de chemin de câble, de goulotte. Et on parle également de ports downlink sur les switches, d'accès du réseau smart. Mais ça, j'en parlerai plus dans 2 diapos. Donc en tout cas, en version 1, sur CO 4.1, on est sur, ces notions de réserve. Je précise que ce n'est pas dans le référentiel, on a indiqué le niveau 1A FAQ. Donc on a une FAQ, sur R2S qui, clarifie un certain nombre de points et notamment, celui-là. En version 2, la capacité d'extension qui est valorisée, donc toujours dans CO 4.1, elle porte, sur les cheminements, mais donc on précise un peu plus de quel cheminement il s'agit. Ça porte toujours sur les contenants recevant les switches d'accès, donc il faut avoir, 30 de place disponible dans ces coffrets, donc il n'est pas question, enfin il n'est plus question en V2 d'avoir 30 sur les ports downlink, mais uniquement pour de la place destinée à mettre d'autres switches, d'accès. Et il faut également anticiper,
tout ça toujours à hauteur de 30 pour l'arrivée électrique et le traitement climatique. Donc on ne dit pas qu'il faut de la clim pour autant, mais s'il y a une ventilation prévue pour les switches d'accès qui chauffent, pour évacuer les calories, et ben, il faut que le dimensionnement de cette ventilation, supporte, 30 d'extension sans être remise en cause. Donc là, c'est vraiment le focus sur les capacités d'extension. Après, autre point sur l'extension liée au Power over Ethernet, donc le PoE. Dans la version 1, on valorise, toujours à hauteur de 30 le fait d'avoir un budget PoE, donc une puissance disponible de 30 sur j'insiste sur le fait que c'est sur chaque switch. Les vérificateurs, aiment bien regarder, ce qui se passe sur le switch le plus chargé et il peut arriver qu'on n'ait pas 30 donc voilà, vraiment, je vous invite à faire des vérifications périodiques pendant les projets pour vous assurer de ça. Et donc 30 sur le budget et 30 sur les ports PoE. Donc il doit y avoir un quantitatif de 30 de réserve. En version 2, on a retiré cette notion de 30 sur les ports PoE. On ne valorise, que, entre guillemets, le fait d'avoir un budget PoE, et ça, c'est par cohérence, avec ce que je vais préciser, après sur le nombre de ports. C'est que, on valorise le budget PoE, dans RE 1.2 et après on valorise dans une autre exigence le fait d'avoir RE 1.1 en l'espèce, d'avoir, 15 de réserve pour le coup sur le nombre de ports downlink qui soient PoE ou pas. Voilà, on a simplifié la chose là-dessus pour qu'il y ait pas de redondance. Donc, sur la capacité d'extension, des switches d'accès, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc en version 1, on doit avoir 30 de réserve sur le nombre de ports, downlink. Et en version 2, c'est plus 30 pardon, c'est 15 donc on a divisé la réserve par 2 en estimant que ça permettait déjà de faire pas mal de choses, sachant qu'on peut toujours valoriser par ailleurs le fait d'avoir de la réserve dans les contenants 19 pouces qui vont permettre de mettre des switches en plus. Donc là, c'est d'avoir une réserve, équipée. Un point qui est important pour ne pas parce qu'on ne pousse pas du tout au surdimensionnement des équipements. Il arrive, par exemple, qu'il y ait des ports, qui soient, sur des switches qui soient brassés, mais, au bout du câble, il n'y a rien parce que c'est une prise qui est dans un couloir un peu en attente pour quelque chose. Et ça, c'est un point qui était important pour nous, c'est que les ports qui sont brassés mais non utilisés peuvent compter dans les 15 de réserve. Voilà, pas besoin d'avoir des ports non brassés à hauteur de 15. Mmh. Alors, autre point, donc là, on change de thème, on passe, dans, le thème, équipement et interface, sur les API. Donc les API, c'est un sujet qui est, je vais pas dire, complexe, mais qui est assez technique. Donc c'est les interfaces qu'on va avoir, sur les systèmes pour partager des données. C'est vraiment un des fondements, de la logique de R2S. Et donc il y a des documentations techniques, et économiques qui sont demandées à la fois, en V1 et en V2. Et donc là, ce qui est important, c'est que juste après, on va vous montrer un exemple de documentation qui est attendu. Mais ce qui est valorisé au maximum, c'est d'avoir, une documentation sur les API, mais une sorte de manuel qui va permettre de, parfaitement comprendre et tester le fonctionnement de l'API. On va interroger l'API, qu'est-ce qu'elle va nous retourner, dans quel format, comment interpréter les réponses de l'API. Mais donc dans la version 2, on valorise le fait d'avoir, en prérequis, il faut au moins un PDF, mais ce vers quoi on pousse et ce qui est le plus valorisé, c'est au niveau 1, c'est d'avoir une documentation numérique qui va pouvoir être utilisée avec un logiciel comme Swagger, qui va permettre d'ouvrir cette documentation et de tester le comportement des API. Donc ça, c'est un point qui est, important. Après sur l'aspect documentation économique, on l'a à la fois en V1 et à la fois en V2. En fait, les API, comme pour beaucoup de logiciels, il peut y avoir des notions de licence. C'est-à-dire qu'on va, avoir une API, avec une licence perpétuelle qui fonctionnera pour toujours. Il y aura pas besoin de remettre d'argent au cours du temps, sauf peut-être pour des mises à jour. Il y en a certaines, ça va être par le biais d'abonnements. Avec R2S, on ne milite pas du tout,
pour un modèle économique plutôt qu'un autre. Là, on laisse libre les industriels, les équipes de projet, les AMO, les référents faire leurs propres choix. En revanche, ce que l'on valorise, c'est que ce soit un choix justement et que ce soit pas c'est qu'on précise qu'on veuille, des licences perpétuelles ou des abonnements, ou alors on peut préciser que, le choix du projet, c'est de ne pas faire de choix, mais en tout cas qu'il y ait une vraie réflexion derrière ça et ce qu'on cherche à éviter, c'est la douche froide en exploitation où on se retrouve à devoir payer 30 000 € de licence, par an, alors que c'était un coût qui était pas anticipé. C'était pas rentré dans le business plan du bâtiment, des services proposés dans le bâtiment et ça peut remettre en cause beaucoup de choses. Donc voilà, que ce soit vraiment un choix, qu'il y ait une réflexion, voilà, c'est ça qui est valorisé, pas un modèle économique plutôt qu'un autre. Voilà un exemple, pardon, rapidement, d'une documentation, sur une API, où là on voit qu'on a par exemple une fonction, get qui va permettre de récupérer, l'état d'une donnée et donc là, c'est la documentation de l'éditeur d'un logiciel. Et donc là, on voit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'on a, il y a une précision qui est comment la question doit être posée, indiquer que ce champ query est, obligatoire et ensuite, il y a également, de spécifier la réponse de l'API. Elle va répondre déjà avec un certain code, 200, 400, 500, qui va dire: «Tout s'est bien passé, il y a eu une erreur, il y a eu un problème». Et il y a également de documenter dans quel, format est transmis, la donnée. Donc là, on voit que c'est du JSON, mais on pourrait avoir, c'est, des degrés Celsius avec un facteur 100. Enfin voilà, en tout cas, on va avoir des informations de ce type-là et donc c'est vraiment on a besoin quand on a une API, si on n'a pas le manuel comme ça, on peut presque rien en faire. Donc c'est pour ça qu'on valorise le fait que cette documentation soit bien prévue, dès le début. Rapidement parce que l'heure passe vite, je vais me faire rappeler à l'ordre par Alexis. Non, non, Un p c'est un point important, donc un vas-y, tu peux prendre quelques minutes, pas de problème. merci. Un point sur, des ambiguïtés qu'on rencontre souvent en matière de chiffrement. Il y a 2 chiffrements, qui sont, enfin principalement 2 chiffrements qui sont évoqués et valorisés avec R2S dans le thème, sécurité. Pardon, sécurité numérique. On l'a illustré avec le petit schéma, où on voit une communication entre des équipements mobiles, la tablette, téléphone et des services sur internet. On voit qu'il y a 2 cas de figure qui sont illustrés. Il y en a un premier avec un cadenas, vert, au milieu où on a un tunnel VPN. Mais là, ce qu'on veut illustrer, c'est qu'on a fait un chiffrement sur la liaison. C'est-à-dire que les flux on crée un tunnel sécurisé, donc on a, des pirates, des fouineurs, qui que ce soit, ne peut pas enfin peut intercepter les communications, mais ne peut pas les interpréter, ne peut pas les altérer. C'est tout l'intérêt du chiffrement. Mais les flux qui passent à l'intérieur, du tunnel, eux, ne sont pas forcément chiffrés. Ça veut dire que, j'ai mon équipement, je communique là, par exemple, avec Facebook, avec le cadenas vert, je sais que le tunnel, est sécurisé, mais le flux qui passe, avec Facebook, lui, n'est pas forcément chiffré. Le chiffrement de ce flux, au niveau applicatif, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. C'est une autre façon de faire de la sécurité. Là, c'est les cadenas jaunes. Où vraiment on a un chiffrement qui est fait entre, mon application Facebook et le serveur de Facebook, dans le cloud, où là, c'est le chiffrement est fait directement de l'application au serveur et donc, toute la chaîne entre les 2 est chiffrée. Donc dans le premier cas, le cas vert, on a chiffré un maillon. Par exemple, on a 2 bâtiments qui communiquent avec un VPN entre 2 bâtiments, tout ce qui passe entre les bâtiments sera chiffré, dans la voirie. Mais dès que ça arrive dans le bâtiment, c'est déchiffré, donc c'est en clair. Le chiffrement de bout en bout, c'est vraiment l'application qui chiffre, et donc on a, enfin et là du coup, quand on est dans le cas jaune, on n'a pas forcément besoin d'avoir une sécurisation, de tunnel, sur une liaison, puisque là, il y aurait, redondance finalement du chiffrement. Hem, donc en tout cas, la partie cadenas, vert est valorisé sur la ligne, chiffrement des communications, donc plutôt avec, donc SE 1.5
en V1 et SE1 point en V2. Donc là, c'est la capacité de faire du VPN. Après en V1, dans la même exigence, on a également un chiffrement, associé au Wi-Fi pour les communications sans fil, qui n'existe plus en V2, qui n'est plus valorisé en V2. Et après, on a le chiffrement de bout en bout, qui est valorisé donc sur SE3 points en V1, et qui reste 3 points en V2, avec une petite nuance, sur la notion de certificat numérique, de signature de certificat. C'est que, quand on communique, par exemple, en HTTPS sur internet, on a un petit cadenas qui est représenté fermé dans le navigateur, et ça veut dire qu'on a un tiers de confiance. Je vais pas l'expliquer maintenant, mais on a un serveur tiers sur internet, auquel on fait confiance, qui garantit, que, c'est bien, le serveur Facebook qui est de l'autre côté et pas un autre. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour garantir la sécurité, et ça arrive parfois d'aller sur un site en HTTPS, sur lequel le certificat n'est pas signé, et à ce moment-là, on a un avertissement un peu dégueu du navigateur et le cadenas est représenté ouvert pour dire: «Bah, vous avez l'impression que c'est chiffré, mais en fait, ça vous garantit pas grand-chose». Donc ça, on se l'est approprié pour R2S V2 avec SE3 niveau 2, et le fait d'avoir un tiers de confiance pour signer les certificats qui sont utilisés pour communiquer avec les API. Merci Florian pour la présentation. Je vais reprendre la main sur la fin et ensuite il y aura la session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, pour rappel, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme ça on pourra répondre après. Un petit point qui va être assez rapide sur les données environnementales. Donc il faut savoir que ce soit dans la version 1 du R2S ou dans sa version 2, on valorise le fait qu'il y ait des fiches environnementales PEP qui sont l'ACV d'un équipement électrique, électronique ou de génie climatique du bâtiment. Donc on valorise un peu plus, enfin on valorise le fait qu'il y en ait plus dans la V2 que dans la V1, mais c'était ce point juste pour rappeler que sur quelques opérations, j'ai vu que il y avait une petite confusion entre les fiches PEP et les données environnementales par défaut. Donc il faut savoir que la fiche PEP, comme on peut voir un exemple ici, c'est une fiche qui est vraiment spécifique à un produit. C'est la carte d'identité environnementale d'un équipement, je sais pas, d'un switch, du câblage, d'un régulateur, peu importe. Et les données environnementales par défaut, c'est justement des données qui sont faites pour pallier à l'absence de données spécifiques qui ont été établies par le ministère en charge de la construction, parce que c'est des données dont on peut avoir besoin dans le cadre de réglementation environnementale. Donc, dans le cadre du label, nous, on demande vraiment à ce qu'il y ait des fiches PEP, et le fait qu'il y ait des données environnementales par défaut, donc qui ne sont pas des données spécifiques, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, qui ne peut pas être utilisé comme mode de preuve pour valoriser la présence de fiches PEP. Voilà sur ce petit point. Et on avait un dernier point qu'on souhaitait aborder avec vous, mais qui prend quelques slides, le temps de l'expliquer, avant les questions-réponses. Donc, ce sont les critères de valorisation des services. Donc ça, c'est un retour qui est spécifique à la version 2 du label R2S. C'est dans la version 1, on a juste la valorisation du service de suivi énergétique. Et dans la version 2, on a souhaité élargir un peu le panel de services qui étaient valorisés. Et étant donné que on n'a pas la science infuse, on s'est dit on va rajouter une dernière exigence qui s'appelle SR 1.9 autres services, qui a pour but de valoriser des services qu'on n'aurait pas listés précédemment. Mais seulement, du coup, pour valoriser ces services, on a un certain nombre de critères pour qu'ils soient admissibles et valorisables. Et donc, on a reçu quelques demandes de services qui ne répondaient pas vraiment à ces critères-là. Donc, peut-être parce qu'ils ne les avaient pas pris en compte ou ne les avaient pas vus. Donc, le but, c'était de rappeler avec vous aujourd'hui quels sont ces critères. Donc, il y a deux types de critères. Il y a les critères d'admissibilité et les critères techniques. Les critères d'admissibilité, ils sont ici, donc c'est pour voir en résumé que le service est intégré dans le périmètre R2S, si je dois dire globalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il doit avoir au moins un de ces critères qui est respecté, donc c'est-à-dire que soit ce sont des données qui circulent sur le réseau Smart, donc comme on l'a vu précédemment avec Florian, ça dépend du périmètre qui a été fixé sur le réseau Smart, donc on ne peut pas valoriser un service qui est sur un réseau séparé du réseau Smart, par exemple. Ça peut être le service qui interagit avec des équipements connectés au réseau Smart. Donc là, on a donné un petit exemple, une mesure de qualité de l'air au réseau Smart qui a un asservissement sur le débit d'air neuf au travers du réseau Smart.
Donc, s'il y a un lien avec des équipements du réseau smart, ça peut fonctionner. Également, si ça tire parti des API qui sont valorisées sur le projet, donc si le service il se base sur des informations qui sont envoyées par l'API ou lui-même il va chercher des informations via une API qui est présente sur le réseau Smart, ça fonctionne également. Et c'est une chose qu'on n'a pas évoquée, mais dans la nouvelle version 2, on valorise le fait qu'il y ait une infrastructure de géolocalisation qui soit présente, déployée dans le bâtiment. Et si jamais le service tire parti de cette infrastructure de géolocalisation, ça peut être également considéré comme un critère pour rendre le service admissible. Donc voilà, premier type de critère, est-ce que le service interagit avec le réseau, les API ou la géolocalisation du réseau smart, ou des équipements connectés? Deuxième critère, donc là il faut répondre, autant avant il fallait répondre à au moins un critère, là il faut répondre à ces 3 points qui sont présents. Donc on en a un peu évoqué un précédemment, le service doit être mis en place par le propriétaire, l'exploitant ou au moins un locataire. Donc ça répond à ce qu'on disait précédemment sur le fait que on n'a pas besoin d'avoir des locataires pour mettre en place certains services, et donc du coup pour valoriser les exigences de service. Un autre point qui est important, qui est peut-être le point sur lequel il y a le plus d'erreurs, le service ne doit pas être l'objet même du système. C'est-à-dire que dans le cadre du R2S, vous savez, on valorise par exemple le fait que, enfin, si on fédère plusieurs systèmes techniques, donc ça agrandit le périmètre du réseau Smart, mais les systèmes techniques qu'on raccorde, ils peuvent être pas valorisés eux-mêmes comme des services. Par exemple, si on a un réseau Smart qui est périmètre réseau GTB plus vidéosurveillance, on ne peut pas dire la vidéosurveillance, c'est un service. Nous, on considère que c'est un système technique qui est raccordé au réseau Smart. Le système de vidéo, enfin le service de vidéosurveillance, il va de soi en quelque sorte. Mais par contre, si c'est un service qui va au-delà de ce simple, qui va au-delà de la simple vidéosurveillance qui est l'objet même du système, ça peut être considéré comme un service. Si par exemple, grâce à la vidéosurveillance, on peut faire du comptage, de la mesure de fréquentation d'un espace précis, diffuser de l'information aux utilisateurs, c'est un service qui va au-delà de l'objet même du système de vidéosurveillance, donc ça peut être comptabilisé comme un service. C'est une chose qui n'est pas forcément des fois simple à définir, donc c'est pour ça que je le dirai dans le slide d'après. Ce qu'on propose, c'est que si jamais vous avez un doute sur ces points-là, vous pouvez nous poser une question technique au préalable pour prévalider en quelque sorte votre service, pour voir s'il peut être éligible. Après, il faudra que le vérificateur voit qu'il est bien implémenté sur le projet, mais on peut dire, bah voilà, dans l'esprit, a priori, oui, ce service, il répond aux critères qu'on a définis dans le cadre de SR 1.9. Et un autre point, c'est qu'un service peut être valorisé une seule fois. On ne peut pas dire il y a un contrôle d'accès bailleur, un contrôle d'accès occupant, un contrôle d'accès un tel. On peut valoriser un type de service une seule fois. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc voilà, c'est les deux types de services. Donc on vous a mis un exemple de service qui a été proposé mais qui n'a pas été accepté. Donc c'était un disjoncteur 2 connecté. Donc tel que présenté par le projet, le service interagissait avec des équipements qui étaient connectés au réseau Smart. Donc ça valide un des critères d'admissibilité qu'on a vu avant, mais seulement d'après l'analyse des vérificateurs, le service proposé, il entre dans la régulation de la plomberie, qui est un objet du système GTB. Donc, ça veut dire que c'est un service qui est l'objet même du système GTB, donc il n'a pas pu être valorisé au titre de l'exigence autre service. Et comme je le disais précédemment, si jamais vous avez quelques hésitations, vous pouvez poser une question technique pour qu'on puisse voir si le service est valorisable. Parce que là, ce qui était quand En- même intéressant avec ce cas de figure, c'était que, l'équipe du projet a posé la question en amont. Donc ils ont pu savoir qu'ils ne pouvaient pas compter sur ces points-là, dans le cadre de leur évaluation, R2S. Et donc c'est plus prudent, je trouve, de procéder comme ça. L'autre façon de faire effectivement, c'est d'aller à la vérification et de le valoriser, mais là, c'est prendre le risque, d'avoir l'interprétation, une interprétation, pardon, défavorable du vérificateur, et qui n'ait pas été anticipée. Et là, c'est difficile de faire autrement à part de renoncer aux points, et parfois renoncer à des points, ça veut dire renoncer à un niveau, remettre en cause certaines choses, certains objectifs du projet, enfin, voilà, ça peut être, éviter de vous retrouver au pied du mur à mon avis là-dessus, quoi.
Merci pour cette remarque. On en a fini avec la présentation. Donc, on vous a mis, normalement, vous avez mes contacts, mais si jamais vous voulez contacter Florian, vous avez également ses coordonnées. On a essayé de lister, donc voilà, les principales erreurs qu'on rencontrait. Il y en a beaucoup d'autres qu'on aurait pu lister, mais vu que c'est un exercice d'1 heure, on a dû se cantonner un petit peu à quelques-unes de ces exigences. On espère que ça a permis de vous éclairer sur différentes problématiques. Est-ce que, du coup, on est un petit peu, on est à quelques minutes, mais on peut déborder un petit peu, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas gênant, pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit les poser dans le chat ou à intervenir directement à l'oral. On se fera un plaisir d'y répondre avec Florian. Ouais, bonjour Est-ce que- Florian, bonjour Oui, Alexis. bonjour. C'est Philippe Dussault, LM Engineering. J'aimerais que tu reviennes sur le slide où tu parles des tunnels VPN, Ouais, parce que c'est ambigu voilà. et j'ai besoin de comprendre. Tu dis en R2SV2, un type VPN pour connecter des utilisateurs, alors qu'on dit que le réseau Smart n'est pas fait pour les utilisateurs, mais pour piloter un bâtiment. Alors, pour moi, c'est ambigu. Normalement, ce que j'avais compris, moi, du chiffrement et de la certification numérique, c'était que ça permettait de monter un tunnel VPN, mais pour sécuriser les applications qui sont dans le bâtiment, des applications qui vont piloter le bâtiment, et non pas l'utilisateur final. À aucun moment, je sécurise un tunnel VPN pour aller sur Internet ou sur Facebook. Je vais vers les applications. Ah oui, alors, effectivement, je comprends le point. Effectivement, ce qui est valorisé, c'est pas un VPN qui va être établi, par exemple, vers un fournisseur de services de VPN pour anonymiser du trafic sur internet. C'est vraiment pour, apporter un chiffrement sur une liaison, externe au réseau smart. Donc ça peut être, par exemple, pour relier 2 bâtiments ou ça peut être pour se connecter à distance depuis internet. Mais, la connexion à distance depuis internet, ça peut être indifféremment, un service. Donc ça peut être un prestataire de service qui va connecter sa plateforme, à une ou des API sur le réseau smart en passant par un tunnel. Donc on établit le tunnel et une fois qu'on a établi le tunnel, on peut accéder aux API, avec un chiffrement donc assuré par le tunnel. Mais ça peut également être un chiffrement et c'est pour ça qu'on parle d'utilisateur. C'est que ça peut être aussi un humain qui va se connecter à distance, par exemple, pour, gérer à distance, faire de la maintenance à distance, sur l'infrastructure du réseau smart. Donc ce qu'on valorise, sur SE 1.1 niveau 1, c'est vraiment la capacité de pouvoir établir des VPN, mais après ça peut être, des VPN, avec, des humains ou avec des services indifféremment. C'est vrai D'accord. que pour C'est l'utilisateur, plutôt l'idée, c'est le bailleur social qui veut se connecter pour piloter son bâtiment, ou le prestataire de service qui pilote la GTB ou le CVC qui a Mmh. la capacité de se connecter à distance sur le bâtiment et de faire des interventions. D'accord. Donc Oui. c'est du flux entrant. D'accord, ok. Ok, ok. effectivement, ouais, le mot utilisateur pouvait peut-être prêter à confusion. Effectivement, comme le disait Florian, ça peut être des outils extérieurs ou quelqu'un pour la maintenance, donc Ok, l'exploitant, une société. ok, ok. Mais merci pour la question en tout cas. Alors, ben, j'essaye de comprendre petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser une question, revenir sur quelque chose qui n'était peut-être pas clair, ou souhaiteraient avoir une précision supplémentaire sur une exigence qu'on a vue ensemble? Ouais, généralement la question difficile, c'est la première. Oui. La première a été faite, donc n'hésitez pas, il n'y a aucune question. Enfin, ne vous gênez pas de poser des questions. On est entre référents et vérificateurs, donc toutes les questions sont bonnes. On aura ce support? Oui, on a enregistré à la fois le support et également l'enregistrement de la réunion si jamais vous voulez réécouter tout ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Namas Cornet, Société Internationale. J'ai une question sur le diapo que vous parlez du réseau IP et
on a plusieurs systèmes, les caméras, les passerelles de Wi-Fi, du LoRa. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû louper quelque chose. Vous parlez du contrôle d'accès, voilà, j'ai loupé un truc. Vous voulez qu'on réexplique cette slide? Oui, non, mais juste le résumé final. Vous avez parlé que le contrôle d'accès qui n'est pas intégré à ce réseau fédérateur IP. Donc, c'était quoi l'idée finale? Excusez-moi. Alors, le principe, en fait, là, donc là, on était vraiment sur un exemple pour illustrer vraiment ce qu'on voulait souligner, c'était l'importance que l'équipe du projet pour la labellisation détermine très en amont le périmètre du réseau Smart. C'est à l'équipe du projet de définir le périmètre du réseau. Donc, le cas le plus commun, c'est le réseau Ethernet sur lequel est connecté la GTB. Ce qui est le périmètre un peu minimal puisque on demande à ce qu'il y ait la télémétrie des fluides, donc tous les compteurs, et également la régulation de la partie chauffage-climatisation qui soit connectée sur ce réseau. Mais après, avec une incitation à avoir un réseau le plus fédérateur possible, sur lequel vous allez pouvoir avoir le Wi-Fi, la couverture LoRa pour les objets connectés, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, voilà un maximum de systèmes. Plus le réseau va être fédérateur, mieux il va être valorisé avec R2SV2. Après, on a pris un exemple, mais tout à fait fictif, pour servir notre propos, où on a donc précisé que la GTB, le Wi-Fi, le LoRa et la vidéosurveillance étaient connectés et pas le contrôle d'accès. Mais le but n'était pas de vous dire le contrôle d'accès ne doit jamais être connecté au réseau Smart. C'est plutôt l'inverse. On vous recommande de le connecter au réseau Smart. Ce sera mieux valorisé avec R2S. En revanche, si votre choix sur le projet, c'est de ne pas inclure, par exemple, le contrôle d'accès, il faut être cohérent dans les preuves que vous allez fournir pour les vérifications et ne pas apporter de preuves liées au contrôle d'accès si vous l'avez volontairement exclu du réseau Smart. Ok, merci. Et j'ai besoin de refaire un point en aparté, n'hésitez pas à appeler Alexis et ou moi pour en reparler. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir ou poser une question? J'ai l'impression que ça a l'air d'être... qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, comme le disait Florian, il se peut que voilà, quelques minutes après, vous vous dites « Ah, je voulais poser cette question, j'y ai pas pensé ». Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Je pourrai répondre plus précisément à vos questions. Donc, vous avez, je remets, si vous les avez pas, mais normalement, vous les avez, nos coordonnées. Voilà ce que je peux dire. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Florian également de s'être prêté gentiment à l'exercice de présenter les les erreurs qu'il rencontre le plus fréquemment. Je ne sais pas si Florian, tu as un petit mot de la fin à dire. Eh ben non, mais ravi de m'être prêté à l'exercice en tout cas et merci de m'y avoir convié. J'espère que ça aura un impact positif sur chaque référent et référente. Merci beaucoup. Du coup, le support sera disponible dans les prochains jours et l'enregistrement aussi. Et voilà. Très bonne journée à tout le monde. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.